Guillaume Clossat, bonjour. Merci de répondre à cette question. Pourquoi, 2 ans après votre appel à une mobilisation européenne, relancer cette initiative? Voilà 2 ans, le 9 mai 2016, quelques semaines avant le Brexit, avec une trentaine de personnalités du continent, nous avons pressenti le vote négatif des Britanniques et pressenti le fait que nous risquions rentrer dans une période de montée des populismes et des replis sur soi extrêmement fort. Et dans ce cadre-là, nous avions lancé un appel qui visait 3 choses. D'une part, reconnaître qu'il y avait une crise démocratique en Europe qui pouvait conduire à une crise politique et à un déferlement populiste. D'autre part, militer pour l'unité des Européens par rapport à la négociation de départ des Britanniques. Et puis, enfin, préparer les conditions d'une feuille de route de relance du projet européen. Ça, c'était le 9 mai 2016, donc 6 semaines avant le Brexit, dans le cadre d'un appel co-signé par Michel Barnier, Guy Verhofstadt, Roberto Saviano, Cynthia Fleury, Danuta Hübner, Maria-Jo Rodriguez, donc des personnalités de tout le continent, avec l'idée de la nécessité de recréer, comme l'avait fait Jean Monnet au lendemain de la guerre, un comité d'action pour les États-Unis d'Europe qui rassemble des personnalités de toute sensibilité, de tout le continent, pour faire avancer concrètement le projet européen à un moment de vide politique total, puisque, comme vous le rappelez, le Premier ministre Cameron avait demandé aux chefs d'État de gouvernement et aux patrons des grands partis politiques de ne préparer aucune alternative en cas de Brexit. Et donc l'Union était à nu. Et le sujet, c'était de rassembler les bonnes volontés. Alors cet appel a été entendu, puisque des dizaines de milliers de citoyens nous ont écrit et ont demandé de s'engager. On a créé d'ailleurs pour l'engagement citoyen un mouvement qui s'appelle Civico Europa. Les conseils qui ont suivi le Brexit ont repris nos préconisations. Et puis le président de la Commission et le président du Conseil, donc Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, nous ont demandé de faire un rapport, La Voie européenne pour un futur meilleur, qui, en gros, articule un projet qui puisse embarquer l'ensemble des Européens, un projet réaliste qui puisse être mis en œuvre de manière rapide. Ce projet, Emmanuel Macron l'a repris en grande partie, en tout cas la ligne qu'il porte dans le cadre de son discours de la Sorbonne est en phase totale avec nos préconisations, et le président de la Commission également. 2 ans après, ce qui était important, c'était d'une part de faire un état des lieux des avancées, et ces avancées, c'est aussi bien les consultations citoyennes, la démocratisation d'Erasmus, avec un Erasmus des collégiens et des lycéens et des apprentis qui va être généralisé, des projets industriels, notamment en matière d'intelligence artificielle, beaucoup d'autres points qui ont avancé, mais aussi ce qui n'a pas avancé. Et ce qui n'a pas avancé, pour nous, c'est principalement 2 choses. D'abord, l'eurozone, avec un risque d'éclatement face à une nouvelle crise financière qui est possible. L'économie internationale est sous pression aujourd'hui, et la géopolitique accroît le risque de crise économique et financière. Et de l'autre, l'autre grand sujet, l'autre grand défi qui est le défi migratoire, qui est un défi structurel, auquel les États membres ont apporté une réponse conjoncturelle, mais de court terme, et tant, à notre sens, aussi longtemps qu'il n'y a pas une vision d'ensemble qui soit conforme à nos valeurs, à nos principes d'hospitalité, d'humanisme, mais aussi de pragmatisme et de réalisme qui n'est mis en œuvre, notre crainte, c'est que cette absence de réflexion européenne et d'approche systémique ne nourrisse et ne soit exploitée par les populistes de tout le continent. Et c'est la crise politique que nous vivons aujourd'hui. Dont nous voyons bien que les opinions publiques nationales sur le continent vont plutôt dans le sens anti-européen qu'européen. Votre inquiétude a peut-être redoublé ou pas? En fait, c'est plus complexe que ça, parce que jamais le sentiment européen et l'attachement à l'idée européenne n'a été aussi fort depuis 10 ans, et on le voit partout. En fait, le Brexit, ayant fait comprendre à nos concitoyens que l'Europe était mortelle, a créé un attachement renforcé pour l'idée européenne. Mais en même temps, tous les citoyens européens veulent une refondation de l'Europe, et dans chaque pays, on voit que les termes de la refondation sont différents. Et à partir du moment où personne ne converge,
alors même que tout le monde est attaché à l'Europe parce que l'Europe apporte de la sécurité, parce que dans un monde où les valeurs occidentales ne dominent plus et où les Européens sont seuls, puisqu'on ne peut plus compter sur nos alliés américains comme la chancelière Merkel l'a rappelé, l'Europe c'est notre protection. Mais encore faut-il que nous tirions dans le même sens, ce n'est pas le cas. L'appel que nous avons lancé, le texte qui était une analyse et à la fois un état des lieux que nous avons lancé dans le JDD, il était symbolique parce que c'était 2 ans après le Brexit, mais aussi parce que, comme vous l'avez remarqué, il y avait des signataires de toute sensibilité. Un libéral, ancien Premier ministre, Guy Verhofstadt, un conservateur au sens européen, c'est-à-dire membre du PPE, Alain Juppé, Daniel Cohn-Bendit, l'ancien patron des Verts au Parlement européen, et puis un socialiste, Jean-Marc Ayrault, et moi-même. Et donc le symbole était de dire toutes les sensibilités progressistes sont conscientes qu'aujourd'hui, il faut vraiment apporter une solution de long terme et au défi de la crise et de l'eurozone et au défi migratoire. Et si on ne l'apporte pas, le risque de l'implosion de l'Union est un risque réel à court terme. Guillaume Clossard, merci beaucoup. Merci à vous.